De 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mardi 19 septembre 2017, deuxième numéro de votre émission préférée de la semaine, la tribune de l'actualité plus, la seule émission en Guinée qui vous permet de mieux comprendre l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. 350 milliards de francs guinéens, c'est le montant demandé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections communales, et selon un communiqué de la présidence lu sur les médias d'État hier. Dans ce montant, 90 milliards sont déjà disponibles pour le démarrage des activités réelles de ces élections. Le même communiqué demande aux acteurs du processus de s'accorder sur un calendrier définitif de la tenue de ce scrutin sans cesse reporté. Pendant ce temps, l'opposition républicaine, elle, a annoncé la reprise de ces manifestations à partir de demain, mercredi. Est-ce que le mot d'ordre est toujours maintenu? En direct dans cette émission, Ibrahima Cherif Ba, il est le vice-président de l'UFDG, chargé de la communication et des affaires extérieures. L'UFDG, c'est bien l'Union des forces démocratiques de Guinée. Puis derrière, nous allons appeler Alpha Ibrahima Kera. Il est membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Les fortes pluies qui se sont abattues sur un Nzérékoré le dimanche dernier ne sont pas restées sans conséquences. Plusieurs quartiers ont été inondés, entraînant dégâts matériels importants. Un pont même a cédé. L'infrastructure relie la ville de Nzérékoré à celle de Lola. L'information nous a été rapportée par le site africaguinée.com, son correspondant régional donc. Foromo Sakouvogi sera en direct également dans cette émission. Et puis, comme annoncé hier, l'invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, c'est bien monsieur Suleiman Traoré. Il est le directeur général du fonds d'entretien routier. Avec lui, il sera question de sa structure, de son mode de financement, de ses rapports avec le département de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Travaux publics, des chantiers sur lesquels aujourd'hui intervient le FER. Mais avant, on parlera politique avec le retrait de l'opposition dans le comité de suivi, lequel comité il est membre. Suleiman Traoré, Imarhaba, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à tous vos auditeurs. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Il faudrait plutôt dire Itouraman que de non, il est Marhaba, voilà. il a validé. Soirée Boubacar, bonjour. Bonjour Condé, bonjour à notre invité. La mise en onde est assurée côté radio par Kande Omar Kamara, cabinet Sano. La réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Morou Kamara et Kadia Touré. Il est déjà en ligne, le vice-président de l'UFDG, ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Il s'agit de Ibrahima Cherif Ba. C'est bien par rapport à la manifestation de l'opposition demain mercredi. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Ibrahima Cherif Ba, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le vice-président chargé des relations extérieures et de la communication de l'UFDG, un parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Demain est la date que vous avez retenue pour encore exprimer votre ras-le-bol pour l'organisation des élections locales. Dites-nous, est-ce que la date elle est maintenue? La date est maintenue. Le programme est maintenu. Rien ne change. Ok. Rien ne change. Rien ne change, mais on a vu un communiqué quand même du bureau de presse de la présidence de la République qui facilite aujourd'hui l'octroi des fonds alloués à l'organisation de ces élections. Malgré tout cela, vous comptez y aller quand même? Oui, nous avons lu le communiqué, nous l'avons écouté dans les médias d'État, mais c'est comme une forme d'effet d'annonce encore. Il y a déjà un communiqué le 31 juillet dernier, n'est-ce pas? Ça fait 1 mois et demi. Communiqué appelait expressément toutes les institutions de l'État à jouer leur rôle pour mettre en œuvre toutes les clauses de l'accord d'octobre 2016, bientôt 1 an.
un accord de Nice depuis un an déjà. À notre avis déjà, le chef de l'État devrait sanctionner tous ceux qui n'ont pas joué leur rôle pour exécuter ces instructions qu'il a données. Quand le chef de l'État donne des instructions, c'est des ordres à exécuter immédiatement. Un mois et demi, rien n'est fait. Donc, ce qui fait que ce communiqué qui est sorti hier, quelques heures avant le début de la marche, de manifestation, ça veut dire que ça ne change rien. Surtout que ce n'est pas l'affaire de montant, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le temps. On a demandé des élections avant la fin de cette année 2017. Vous savez, monsieur Camara, je crois, on dit que rien n'est impossible sur la terre, mais c'est le temps qui est court. Si les gens vivent 200 ans, 1000 ans, personne ne ferait rien, on serait des paresseux, on n'aurait rien fait. Le temps est court, le temps qui est le plus cher. Les Anglais disent time is money, mais on doit dire time is more than money. C'est plus cher que l'argent, voyez-vous. Donc on doit jouer, ce régime a joué sur le temps, sur la montre tout le temps, faire perdre le temps. Alors, en principe, ces élections locales, c'est dans son intérêt. C'est le point fort de l'accord. L'intérêt du gouvernement, c'est de décentraliser. Il y a à la base aujourd'hui des citoyens compétents dans les villages, dans les districts, dans les quartiers, qui veulent jouer leur rôle pour aider à améliorer le bien-être de la population. Alors, il faut donc décentraliser. Pourquoi ce gouvernement évite de le faire, refuse de le faire encore depuis 7 ans? On ne comprend pas. Donc, c'est une demande de la base, en fait, monsieur. D'accord. C'est une demande d'aller aux élections. Voilà, les gens demandent d'aller aux élections. Le gouvernement également a exprimé son souci de tenir ces élections tant attendues par toutes les parties. Mais vous dites que le fonds n'est pas important, mais pour que les actions soient aussi menées, il faut que les fonds soient mis à la disposition des structures chargées d'organiser ces élections. Enfin, les fonds, on dit qu'ils sont disponibles. Vous manifestez toujours pour obtenir concrètement quoi? Maintenant. Pour obtenir une date précise rapidement. Et nous savons que voilà la volonté du gouvernement. Cette volonté n'est pas reflétée. Les actes ne montrent pas que de volonté, monsieur. Et si la date était donnée, par exemple, ce matin par la Commission électorale nationale indépendante, parce que ce n'est quand même pas le président qui propose la date. Ah oui. Une date donnée change beaucoup de choses. Si la date est donnée aujourd'hui, ça changerait votre mot d'ordre de demain. Je suis sûr que si une date est donnée aujourd'hui, le président républicain qui a décidé de cette manifestation va se retrouver dans la situation. C'est sûr. Une date donnée aujourd'hui changerait beaucoup de choses. Oui, mais les manifestations, les coûts, c'est compliqué. Pas que pour l'administration, mais vous aussi, monsieur le vice-président. Pour tout le monde, M. Condé. C'est pourquoi je dis, je vous ai dit une fois déjà, je paraphrase notre juriste Mohamed Camara qui dit que, en disant que ce gouvernement est champion, c'est-à-dire elle est ingénieur de la crise. Ce gouvernement est ingénieur de la crise, crée la crise. Pourquoi faire toutes ces choses-là? Pourquoi attendre à dernier moment pour prendre des décisions? Alors qu'il a tout le temps été là, depuis 2011, on devait le faire. Depuis 2011, on devait le faire. Donc Alpha Condé ne connaît que le rapport de force, comme souvent Bokar Silla aime le dire. En tout cas, la fois dernière, M. Kaffi l'a dit que c'est un maoïste. Les maoïstes ne connaissent que la force. Les maoïstes et les trotskistes ne connaissent que la force. Pour eux, c'est la force qui décide de tout, la puissance, l'équilibre de force. Et Alpha Condé est maoïste. Ah, c'est Kassem qui l'a dit. Hein. D'accord, oui. Monsieur le vice-président de l'UFDG, aujourd'hui vous réclamez toujours la tenue de ces élections d'ici la fin de cette année. Il y a une nouvelle direction au niveau de la CENI qui a entamé déjà des rencontres au niveau des différents partis politiques. Il y a le dialogue qui est là, il y a un communiqué qui vient dire que les fonds sont déjà disponibles pour l'organisation de ces élections. Est-ce que tout cela ne pouvait pas vous rassurer afin que un temps soit payé? La nouvelle version de la CENI, nous sentons qu'elle a de la bonne volonté. En tout cas, dans ce que nous voyons déjà. Parce qu'il y a un mois, elle a fait un communiqué. Depuis un mois, elle a fait un communiqué pour dire qu'elle avait l'intention de présenter un projet de programme au comité de suivi. N'est-ce pas? Le comité de suivi a mis un mois pour se réunir. Donc on a perdu un mois. Pas par sa faute. Par la faute du comité de suivi qui ne joue pas son rôle.
Voilà pourquoi on a décidé de le quitter d'ailleurs, de le suspendre. Mais au même moment, il y avait une crise qui minait la CENI aussi. Non, elle était déjà terminée. Je veux dire, le communiqué que la CENI a émis il y a un mois, ce communiqué a été émis par le nouveau président de la CENI. Le nouveau président élu de la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, voyez-vous. Donc, depuis, il a fallu perdre un mois qu'il y ait cette réunion-là. Que le comité que la CENI puisse présenter un document. Pourquoi perdre un mois? C'est quand je vous dis, on crée de la crise artificiellement et tout le monde souffre. Quand vous dites ça coûte à tout le monde ce genre de choses, ce genre de crise. Mais il faut le faire pour en sortir. On a une crise maintenant, une crise plus grave plus tard, voyez-vous. C'est pour ça que nous tenons à une date précise rapidement. Et la marche de demain, quel est l'itinéraire? Dernière question. L'itinéraire, c'est Koza, Bambeto, Ambalai et Stade du stade d'Ixim. Et est-ce que les horaires, on peut le savoir, le temps de départ et le temps d'arrivée? Non, c'est de 10h jusqu'à 15h. Hein. D'accord. Ouais. Ibrahima Cherif Ba, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, chargé de la communication et des affaires extérieures. Merci d'être passé dans cette émission. Merci, M. Kwale. Et bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Comme on tous l'a perçu, du camp d'en face, le RPG Arc-en-Ciel, bien entendu, un des membres du bureau politique du parti est en ligne, c'est bien Alpha Ibrahima Akira. Alpha Ibrahima Akira, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre, aujourd'hui membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Il faut attendre que le fer soit très chaud pour que vous cédiez. L'opposition annonce, le président également annonce la disponibilité des fonds. Pourquoi avoir tout attendu autant de temps? Bon, mais je crois que le président de la République est dans ce rôle. C'est pas au président de la République de mettre les fonds de manière impromptue ou de manière précipitée à la disposition de quelques organismes que ce soit. C'est plutôt le ministère de l'économie et des finances qui voit l'opportunité d'engager la procédure, de procéder à ce qui a été fait et qui a été porté à la connaissance de qui de droit par note officielle. Donc, Monsieur le Président, à la Commission nationale électorale indépendante chargée de l'organisation des élections. Donc, c'est en fonction donc des actes préparatoires de l'élection communale que cela a été fait. On ne peut pas anticiper les choses, monsieur. On ne peut pas anticiper les choses. On sait quand même que le président Alpha Condé lui-même avait invité, c'était le 31 du mois passé, il a invité les acteurs à s'accorder sur un chronogramme, sur les activités à mener. Mais cela a attendu, la crise de la CENI étant passée par là. Mais de l'avis, par exemple, de Cherif Ba, il n'a pas sanctionné. S'il a donné les ordres, il a donné les instructions. Lorsque on n'obtempère pas, il revenait au chef de l'État de sanctionner quand même. Non, il n'a pas le pouvoir de sanctionner la CENI. On dit que... Allô? Comment le président de la République, qui est une autre institution républicaine, peut-il se permettre de sanctionner il n'a pas ce pouvoir. Je ne sais pas maintenant si on veut que l'on tombe dans l'arbitraire ou que le président fasse ce qui n'est pas requis par les lois de la République. Eh bien, alors dans ce cas, il va le faire. Mais il ne peut que manifester sa bonne foi en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et surtout de celui qui veille à la bonne application des lois pour demander en faisant un appel citoyen, un appel patriotique à tous, afin que chacun puisse jouer son rôle, conformément à ce qui est attendu de chacun dans le cadre du bon fonctionnement des institutions de la République. Maintenant, s'il y a des défaillances au niveau de la CENI ou au niveau d'une autre institution, eh bien, on sera plus au regret de constater
que les commissaires de la CENI ou de cette institution n'ont pas joué leur rôle, eh bien, il reviendra peut-être à l'ensemble des Guinéens d'en tirer les leçons qui s'imposent. Voilà, M. Kera, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour investir une telle somme, il faut se rassurer que la somme va vraiment... Il y a la disponibilité. Il y a la disponibilité et ça va aussi à la destination. La destination maintenant indiquée. Il y a l'opposition qui pense que tout cela, il y a un peu de lenteur dans l'application de ces différentes décisions qui est fait à dessein pour empêcher la tenue des élections d'ici la fin de cette année. Parce que nulle part on a écouté, par exemple, on a entendu le ministre du budget dire que certes les fonds ont été demandés, mais pour l'instant, Monsieur le Président, on ne dispose pas de liquidité, il n'y a pas de disponibilité. Ça pouvait quand même apaiser les tensions. Absolument, le ministère du budget devrait pouvoir communiquer pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes, mais bon, étant donné que vous avez constaté avec moi qu'il y a eu de la lenteur, ça c'est inhérent à notre administration, mais cela n'entame à rien, eh bien, la bonne exécution du processus électoral dès que sera mis sur la table et dès que les parties prenantes au processus seront mis d'accord sur le chronogramme qui sera proposé très bientôt par la CENI. Et une fois que le chronogramme est proposé par la CENI, je crois que la balle peut être lancée et puis chacun pourra eh bien, se préparer pour aller à l'élection. Est-ce que le RPG est prêt? Absolument. Le RPG, on est déjà sur le terrain depuis le début de ce mois-ci. Le mois de septembre, on est un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et d'après les comptes rendus qui nous remontent au niveau de la commission de centralisation du programme de renforcement des structures du parti, de la mobilisation, je crois que tout se passe bien. Et si aujourd'hui on nous disait d'aller d'ici la fin de semaine à cette élection, nous irons avec vraiment la certitude que nous pourrons rafler le maximum de communes sur l'ensemble du territoire national. Ça, il n'y a aucun doute. Nous avons le calme, nous avons la sérénité, nous avons l'esprit lucide et nous savons que ce que nous sommes en train de faire sur le terrain est du bon travail. Pendant ce temps, l'opposition quand même maintient sa marche de demain. Hein? Mais oui, mais l'opposition est libre de maintenir sa marche. Mais ça ne vous inquiète pas, M. Kera? Non, pas du tout. Pas du tout. La marche est un droit constitutionnel et c'est un sport aussi qui permet quand même aux gens de dégourdir leurs jambes et d'exprimer leur vitalité physique. Sauf que les principaux ne marchent pas, hein, ils sont dans leur véhicule. En comment cela peut être un sport pour eux? Ah bon, alors ça, certainement, moi je ne les ai pas vus parce que je ne participe pas à la marche. Mais vous avez des images quand même, M. Kera. Ah, des fois, c'est des images qui sont tronquées. D'accord. Alpha Ibrahima Kera, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, merci d'être passé dans cette émission. Merci bien, merci. Sauf que ça fait longtemps que vous avez quitté le studio, hein? Non, je viendrai dès que vous êtes prêt, appelez-moi, je suis vraiment à votre disposition. Et plein succès à toute la classe politique pour les prochaines élections. Et nous souhaitons vraiment que la CENI fasse très rapidement ce chronogramme pour qu'on n'en parle plus et qu'on se mette au travail. Merci beaucoup. Parce que le pays a besoin de travail quand même. D'accord. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Cette fois-ci, c'est pas politique, c'est bien les fortes pluies qui se sont abattues sur Nzérékoré le dimanche dernier, qui ont provoqué assez d'inondations. Conséquence, plusieurs dégâts enregistrés, surtout c'est le pont qui relie la ville de Nzérékoré à celle de Lola a cédé. Comment tout cela est vécu aujourd'hui par les populations de l'arrière-pays. Il est en ligne déjà le correspondant régional du site africaguinée.com. C'est bien Foromo Sakouvogi. Foromo Sakouvogi, bonjour. Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Oui, vous nous relayez que le pont qui relie la ville de Nzérékoré à celle de Lola s'est affaissé. Et du coup, c'était le marché hebdomadaire hier à Lola. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui a concrètement poussé à l'affaissement de ce pont? Bon, c'est une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Nzérékoré le dimanche. Une pluie qui a commencé à 19h30, qui a duré au moins 5 heures. Et voilà, suite à cette pluie, il y a eu vraiment des inondations. Il y a également des maisons qui sont écoulées. Donc, au niveau du pont qui relie Nzérékoré à Lola, il y avait, c'était un pont qui avait déjà duré. Je crois que dans les années 80, lorsqu'on mettait le goudron, donc ça prouvait que le pont était un peu usé, et la forte pluie qui est venue avec les eaux de ruissellement, les bouts qui étaient autour du tuyau qui était mis en bas, vraiment ça a pu emporter et ça fait que la partie est descendue complètement dedans. La partie est descendue complètement dedans. Est-ce que y a-t-il eu des dégâts matériels ou autres, ou bien le pont s'est affaissé tout seul? Le pont s'est affaissé tout seul. Le dégât matériel qui a été causé, c'est au niveau des maisons, c'est-à-dire au niveau des quartiers qui longent la rivière Tilé. La rivière Tilé est une rivière qui traverse toute la ville de Nzérékoré. Et donc, tous les bâtiments qui longent cette rivière-là ont été touchés. Il y a des maisons qui ont été écoulées. Et on fait comprendre même qu'il y a eu un mort. Voilà. Ok, Foromo, est-ce que les autorités locales ont mené des actions là-bas pour au moins maintenir la mobilité des citoyens? Bon, les autorités se sont simplement déplacées pour faire les constats, mais naturellement, il n'y a pas eu une déclaration qui a été faite à leur niveau pour le moment. Ils se sont déplacés pour aller faire les constats et il n'y a pas eu une déclaration qui a été faite pour le moment. Donc, depuis l'affaissement du pont, comme Daouda le disait tout à l'heure, Lola est coupé du reste de la Guinée, c'est ça? Oui, Lola est coupé du reste de la Guinée puisque c'est sur la grande route et quelques véhicules se débrouillent pour entrer dans les quartiers et pour rejoindre eux-mêmes. Voilà, pour contourner, mais ce n'est pas tout à fait facile. Et surtout, au niveau du pont, il y a juste un petit passage où les piétons se débrouillaient pour passer, mais là-bas également, c'est un danger parce qu'il y a encore du trou en bas là-bas. Juste un petit passage. Un trou béant. Maintenant, quelles conséquences cela peut provoquer entre les deux villes? Bon, naturellement, comme je l'ai signalé dans la publication d'hier, c'était le jour du marché de Lola et ça crée vraiment de sérieux problèmes pour des commerçants ou même des personnes qui voulaient aller à Lola. C'était pas du tout facile et ça fait que le marché, ça n'a pas été trop ça. Et sur le plan, comment est-ce dit ça, économique, ça va agir aussi du côté de Lola puisque il y a des gens qui ne vivent que de cela. Les jours du marché, ils se déplacent, ils vont dans les différentes localités pour faire le commerce. Et si ces personnes sont empêchées de se déplacer, ce n'est pas du tout facile. Ça va être compliqué. Monsieur Foromo Sakouvogi, correspondant régional du site africaguinée.com, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous également. Et bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons partir avec notre invité ici dans ce studio, sur ce plateau, M. Traoré Suleiman. Il est le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier. Avec lui, on va parler de sa structure, de son mode de financement, de ses rapports avec le département de tutelle. Et également, on va s'intéresser au chantier que le Fonds d'entretien routier finance actuellement sur le terrain. Mais avant, on va aborder politique puisque lui-même, il est... si on peut le permettre, un produit ou un, comment, passez-moi l'expression, un pionnier du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, l'expression est là, on va essayer de parler politique avec le comité de suivi. Mais on a suivi les deux d'abord. Qu'est-ce que vous retenez du passage de Brahma Chérif Ba également, celui de Alpha Ibrahima Kira?
Oui, et déjà, il faut comprendre que dans les propos, avec la question d'ailleurs qu'on lui a posée par rapport au maintien ou non du mot d'ordre par rapport à la manifestation de demain, si aujourd'hui, avec la pression dont on parle, il faut mettre la pression pour que le pouvoir cède, pour que le gouvernement, oui, mais ça a tout l'air quand même, le mouvement concède. Je crois aujourd'hui, si cet appel ou cette déclaration de Shérif Ba est entendue, il faut bien aussi qu'on propose une date le plus rapidement possible pour éviter quand même aux citoyens de Conakry, et puisque cette date elle ne peut pas être définitive pour l'instant, elle peut être une proposition, parce qu'on a vu un premier avant-projet de chronogramme qui a été présenté au comité de suivi par la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, et on veut bien aussi avoir, pour nous éviter ces manifestations, parce qu'elles sont toujours accompagnées de dégâts matériels et même de pertes en vie, même le dernier, Le dernier, le dernier cas, on a vu. Et si aujourd'hui la CENI peut encore appuyer sur l'accélérateur pour nous proposer rien qu'un projet de chronogramme pour nous éviter quand même les manifestations récurrentes dans le pays. Et ensemble, les acteurs vont se retrouver, puisque on a vu cette équipe qui fait le tour des acteurs, des parties prenantes de ces différentes élections, qui prend contact. Mais on a bien écouté. Il faut bien que les gens soient exigeants sur ce qui nous est donné par la CENI, pour qu'on sache est-ce que ce que la CENI nous donne, c'est vraiment pas un travail bâclé. C'est pas un travail bâclé, parce que c'est l'argent quand même que ça va engloutir. Ça va engloutir. Il faut aujourd'hui que la CENI travaille de façon professionnelle pour nous proposer des choses, et pour que nous allions enfin à ces élections communales qui ont trop attendu. Et aujourd'hui, je vais dire l'opposition républicaine, c'est vrai, on va dire que le gouvernement a reculé la date ou s'est désintéressé des activités, mais aussi l'essentiel, c'est vrai, on va dire que time is more than money, mais quelque part aussi, il faut aussi que les fonds soient disponibles pour aller à ces élections. Même si la CENI propose un calendrier, il faut bien qu'il y ait un fonds qui permette en off, j'ai appelé un responsable de la CENI qui m'a dit que la plénière d'aujourd'hui va être très charnière, puisque maintenant que le communiqué indique la disponibilité du fonds, je pense que les activités réelles pourraient démarrer d'un moment à l'autre. Et c'est ce qu'on attend de savoir. Est-ce que ce qu'on dit dans les communications officielles, on va bien commencer le travail? On attend de voir, parce qu'il ne s'agit pas d'annoncer quelque chose. Il s'agit bien que les parties prenantes aient la bonne perception des actions qu'on annonce ou des chronogrammes qu'on annonce, qu'on sache que ce qu'on nous annonce, c'est vraiment réaliste et réalisable. Et sinon... Mais ce qu'on ne dit pas aussi souvent, Daouda Mohamed Kamara, c'est bien le fait que les deux grands partis du pays ne sont pas prêts. Ça, il faut le dire. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, les choix à l'interne, aucun parti ne peut dire à la CENI aujourd'hui ou aux journalistes que le choix de ces listes est terminé. C'est très compliqué. C'est un combat sérieux. Non, mais moi je mets cela au compte d'une cuisine interne. D'accord. Quelle est partie une cuisine interne qui pourrait changer toute la donne avant la date réelle. Ça, à mon sens, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. La CENI donne son chronogramme, son projet de chronogramme. Le président de la République valide avec un décret. Il revient au parti responsable. À chacun maintenant de déposer sa marmite sur du feu. Mais si cela n'est pas fait, ça c'est une cuisine interne. D'accord. Voilà, une cuisine interne qui va bouillonner. Je pense que la proposition d'une liste de candidats ne doit pas vraiment occasionner le retard de l'organisation d'une élection en République de Guinée. Et une fois de plus, on a besoin vraiment d'un dialogue franc entre les politiques en Guinée. On a besoin d'une date tenable de la part de la CENI. Il ne s'agit pas de s'agiter à aller voir les gens, parce qu'il y a une pression derrière pour donner une date. La CENI nous a toujours dit qu'elle est prête pour aller aux élections. Surtout ces élections communales. Mais à chaque fois, nous sommes butés par rapport à l'organisation. Dès que le concret commence, qui donne encore beaucoup de manifestations dans ce pays. Si toutefois, attendons que les partis politiques nous disent que vraiment nous ne sommes pas prêts pour vous donner maintenant une liste des candidats au niveau des élections, mais cela n'est pas vraiment une raison, et surtout n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons besoin de la tenue de ces élections en Guinée pour vraiment s'en débarrasser. En tout cas, le choix aussi des listes de candidats, j'estime que ça ne peut qu'être ma propre conviction. Ça va barder au sein de l'UFDG.
l'UFDG et l'URPG Arc-en-Ciel. J'en sais quelque chose, Daouda Mohamed Kamara. On en sait bien d'accord, quelque tout le monde en chose. sait quelque chose. À présent, on va se tourner vers l'invité ici, dans ce studio. Et sur ce plateau, M. Traoré Suleiman, il est le directeur général du Fonds d'entretien routier. Avant d'aborder le volet technique, on reste dans le cadre politique. Vous avez suivi Ibrahima Chérif Ba, également Alpha Ibrahima Kera. Qu'est-ce que vous dites par rapport... Non, mais moi, je préfère qu'on commence avec cette question, ces deux développements. Est-ce que ce qu'on dit, vous êtes vraiment ou pas prêt le choix. Pour aller à ces élections, avec le choix, bien sûr, des candidats? Approchez-vous du micro. Vous savez, un parti politique, un grand parti politique, a toujours une problématique au niveau de la désignation des candidats. Cela va de soi, sinon ce serait un petit parti politique avec 2 ou 3 personnes. Le choix des candidats ne serait pas difficile. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a des règles précises. Chez nous, les règles de désignation des candidats sont claires, sont établies, et donc le processus ne prendra aucun problème. Je ne dis pas que pour tel choix ou tel choix, il n'y aurait pas de problème, c'est naturel, mais les règles sont claires. Les tractations les vont règles être sont rudes, claires. donc. Est-ce que cette clarté des règles sont-elles liées à l'implication personnelle du président de la République lui-même, comme il l'avait annoncé d'ailleurs après les élections législatives, que personnellement, avec quelques échecs cuisants, je m'impliquerai pour le choix des candidats pour les prochaines élections communales? Nous avons dépassé cette étape. Aujourd'hui, nous avons des missions qui, depuis 1 mois, sont à l'intérieur du pays. Nous avons refondé un certain nombre de règles au niveau du parti, et donc les règles sont précises. Évidemment, le président de la République est le fondateur du parti, il est, notre inspiration, et on prendra compte, on retiendra un peu les propositions qu'il ferait, mais les règles sont établies, elles seront respectées. Donc ces propositions sont les bienvenues? Les propositions de chacun des militants et de chacun... Non, on parle du président de la République. Mais naturellement, les propositions de chacun des militants, de chacun des responsables du parti, on en tiendra compte, c'est évident. Il y a Ibrahima Chérif Ba qui dit que le comité de suivi dont vous faites partie ne fonctionne pas bien. Vous savez, la dernière session du comité de suivi, c'était le lundi passé, le 11 septembre. Nous avons tenu une session avec la présence de la CENI. Cette CENI-là nous a dévoilé un chronogramme sur 120 jours qui sont un certain nombre d'opérations préalables. Et nous-mêmes, et l'opposition et la communauté internationale avons demandé à la CENI de regarder, de voir si elle peut compresser un certain nombre d'opérations pour que nous puissions aller aux élections d'ici la fin de l'année. Donc, comme ils disent que le comité de suivi ne fonctionne pas, je suis le premier surpris. Oui, mais sauf qu'il a dit que ce comité est resté 1 mois durant sans se retrouver, ses membres. Est-ce que ce blackout n'a pas entraîné aussi la congélation de certaines activités? Le président du comité de suivi s'en a expliqué ce jour. Mais je ne pense pas que le gouverneur Chérif Ba comprenne lui-même un peu les règles de fonctionnement du comité de suivi. Le comité de suivi se réunit sur la base du travail d'un certain nombre de commissions. C'est le résultat de ces commissions. Ça ne sert à rien de se réunir chaque semaine si les commissions n'ont pas produit un travail qui nous permet d'avancer. La commission sur les élections communales, la commission sur les indemnisations, sur la neutralité de l'administration, et ainsi de suite. Donc, si ces commissions-là n'ont pas avancé dans le travail qu'elles font, ça ne sert à rien de se réunir, sinon ce serait du bavardage inutile. Et aujourd'hui, on nous annonce que les fonds sont disponibles par rapport à l'organisation de ces élections au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Comment vous avez accueilli cela? Avec beaucoup de joie. Nous sommes au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes les enfants des élections. Depuis 1993, c'est peut-être le seul parti aujourd'hui sur la scène qui a participé à presque l'ensemble des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou communales. Donc, pour nous, les élections, c'est la nourriture de la démocratie. Et il ne faut pas qu'à l'opposition, on croit qu'ils sont les seuls pressés pour aller aux élections. Nous sommes pressés d'aller aux élections. Nous savons que la politique du président de la République ne peut être assise que s'il y a une véritable décentralisation, il y a des élus locaux qui mettent en application un certain nombre de programmes. Donc nous sommes autant pressés, peut-être même plus pressés que l'opposition. Sauf que la réalité du terrain montre autre chose. Depuis 2005, on a organisé les dernières élections. Alpha Condé a fait un mandat. Jusqu'à présent, on parle de la tenue de ces élections. Chacun de nous déplore le retard qu'il y a eu dans l'organisation des élections communales. À qui la faute? La faute à l'ensemble des acteurs. Ah bon? L'État, le gouvernement. Au premier chef.
Le gouvernement a sa responsabilité. Donc au premier chef. Cela est évident. D'accord. Hein? Mais il y a aussi les règles. Nous avons hérité de textes qui ne sont pas adaptés. Vous avez tous vu, le dialogue politique l'a montré, les contradictions qu'il y avait entre la Constitution et les insuffisances juridiques. On ne peut pas aller aux élections avec des textes contradictoires. Donc, le dialogue a permis de mettre les textes en harmonie avec la réalité. Bientôt un an. Hein? Oui, bientôt un an. Mais le fonctionnement normal des institutions, c'est que le débat sur l'adoption des lois c'est fait à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le président de la République qui prend les textes de loi ici. D'accord. C'est l'Assemblée nationale. Donc il faut un débat préalable qui s'est fait à l'Assemblée. C'est le fonctionnement normal des institutions. Oui. Il a fallu donc que ces textes soient faits. Le code de l'électorat, le code des collectivités. Aujourd'hui, la CENI a dépassé sa crise et c'est à elle de proposer le chronogramme. Elle l'a proposé. Nous irons donc aux élections. Le plus dur est derrière nous. Au maximum, nous serons aux élections en janvier. Si les 120 jours, on s'en tient aux 120 jours. 120 jours qui n'ont pas encore commencé, voilà. Donc le contrôle à rebours n'a pas encore commencé. Je pense qu'il a commencé. Si on réduit, on réunit à réduire les débats, la CENI a prévu un séminaire avec l'ensemble des acteurs. Je pense que... Juste après cette prise de contact avec les acteurs concernés. Effectivement, je pense qu'on pourrait aller aux élections. Donc le plus dur est derrière nous. Au maximum, dans 3 mois, nous serons aux élections. Mais sauf que c'est quand l'opposition annonce une manifestation ou une activité qu'on accélère les choses. Oui, qu'on voit la présidence sortir un communiqué pour annoncer une décision. On a comme l'impression que, comme le dit Aboukar Sylla, je l'ai dit tantôt, c'est le rapport de force Alpha Condé connaît. Non. Dans la constitution guinéenne, le président de la République est la clé de voûte des institutions. Ouais. On est d'accord. Pour un président de la République, quel que soit, c'est pas une peur des manifestations, c'est un droit constitutionnel. Oui, c'est déjà. Mais un président de la République qui voit un certain nombre de concitoyens, pour une raison X ou Y, descendre dans la rue, ne peut que prendre un certain nombre de déclarations, de mesures pour apaiser le climat afin que tout le monde puisse aller dans le même sens. Cela fait partie du fonctionnement normal des institutions aussi. Toujours est-il que la marche de demain est maintenue? Elle est maintenue, c'est un droit pour ceux qui veulent marcher, mais je pense que les prétextes qu'ils avancent sont complètement illogiques. Ah bon? Soyons sérieux, nous sommes sortis. Vous avez dû voir la déclaration d'Aboukar Sylla à la sortie du comité de suivi. Nous sommes sortis d'un comité de suivi, et même hier, lors de la visite de la CENI dans certains états-majors de partis politiques. Il a dit qu'ils sont rassurés, tout le monde malgré qu'ils ne soient pas tendres, mais ils vont accompagner la CENI à la tenue de ces élections. Si c'est par rapport, les fonds sont disponibles, si c'est par rapport en tout cas aux élections communales, reconnaissez tout au moins que il y a un manque de logique dans ce genre de comportement. Pourtant, il y a d'autres aspects. Par exemple, l'indemnisation, et la neutralité de l'administration et l'utilisation à outrance des médias d'État par le parti au pouvoir. L'indemnisation est un processus. Je suis moi-même membre de la commission indemnisation des victimes. Reconnaissez que dans un pays où la violence d'État a été des plus courantes depuis l'indépendance, c'est un processus très difficile. Complexe même. On est face à des personnes qui ont perdu leur vie. Et donc, nous avons commencé par d'identifier ceux qui ont perdu, les victimes, ceux qui ont perdu leur vie, pour pouvoir commencer par cela avec des taux forfaitaires qui seraient mis à disposition. C'est un travail long. Aujourd'hui, on est à l'identification la plupart des partis politiques eux-mêmes ont déposé la liste supposée des victimes seulement la semaine dernière. Voyez-vous donc que c'est la semaine dernière seulement. Oui, c'est un processus très difficile. Sur les organisations de droits de l'homme et les hôpitaux, il n'y a qu'une ou deux qui ont déposé un certain nombre de listes. Il faut faire des croisements et ainsi de suite. Donc c'est un processus difficile. Mais l'essentiel, c'est que par cet accord-là, l'État se soit engagé à indemniser les victimes. Je crois que c'est une première dans notre pays. C'est une première dans notre pays. L'autre aspect, Aboukar l'a rappelé tout à l'heure, c'est bien la mise en place de la Haute Cour de justice qui attend encore. La Haute Cour de justice, c'est une institution importante pour notre pays. Ça fait partie des points de l'accord politique. Chacun de nous souhaite que ce soit mis en place. Et évidemment, il appartient aux différents acteurs, à l'Assemblée nationale, au gouvernement de le faire. Pour nous, parti de la majorité,
nous le souhaitons vivement, que l'ensemble des institutions soient mises en place. À titre personnel en tant que juriste, j'ai eu l'impression que notre Constitution a prévu trop d'institutions. Ce n'est pas le cas de la Haute Cour de justice qui est une institution importante dans tous les pays du monde. Mais l'inflation d'institutions, on est un pays où il y a plus de 13 institutions constitutionnelles. Je ne pense même pas que ce soit le cas en France ou aux États-Unis. Donc tout cela a été... Même les implications financières. Même le gouvernement, on trouve qu'il est trop étoffé. Ah, c'est possible, ça c'est la décision souveraine du chef de l'État. C'est son rôle. Il faut savoir que ce qui est prévu constitutionnellement, ce qui est des prérogatives d'une institution, il faut laisser le faire. Il appartient au président de composer son gouvernement comme il l'entend. C'est ce que la Constitution prévoit, il faut le laisser faire. Et l'autre aspect, c'est bien comment l'atmosphère règne quand vous êtes au comité de suivi. Est-ce que vous sentez des prises de position qui permettent à l'opposition d'entreprendre une autre démarche autre que celle sur lesquelles vous vous entendez? Ce que j'ai toujours fait remarquer, y compris dans la salle du comité de suivi, c'est l'opposition dans la salle. Nous allons dans le même sens. Les reproches à la CENI à l'époque, nous le faisons ensemble. Les débats avec la communauté internationale, nous entendons sur un certain nombre de résolutions, on va tous dans le même sens. Mais le lendemain, quand vous les écoutez dans les médias, vous avez l'impression que ce n'est peut-être pas la même réunion. Et je l'ai toujours dit, c'est comme si ils ont besoin de vendre un certain nombre d'illusions à leurs militants. Et c'est dommage. Un responsable politique, l'idée que j'ai de la politique, c'est une activité vertueuse. On doit avoir le courage d'assumer ce qu'on arrête dans une salle, mais on ne dit pas une chose dans la salle et autre chose en dehors de la salle. Ah, c'est le cas aujourd'hui? Ça a toujours été le cas de certains porte-parole de l'opposition. Et comment vous qualifiez de tels comportements? C'est irresponsable tout simplement parce que ça entretient un climat délétère dans la cité, ce qui n'est pas le cas de la psychose. Regardez le cas des élections communales. Nous avons travaillé ensemble, nous avons mis ensemble la pression sur la CENI, nous avons obtenu ensemble les résultats et aujourd'hui on dit non, le gouvernement ne veut pas organiser d'élections. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois entre vous, acteurs politiques, dans la salle de vous dire est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de l'intervention extérieure pour résoudre nos problèmes entre citoyens guinéens? Très souvent, avec l'honorable Aliou Condé ou l'honorable Selou Baldé, ils peuvent vous le témoigner, très souvent nous nous sommes retrouvés. Nous avons mis ensemble des commissions. De cadres très aguerris de l'UFDG. Oui, même les termes de référence, par exemple, sur l'audit du fichier électoral, nous sommes sortis, nous nous sommes entendus sur la formalisation d'un certain nombre de textes par rapport au TDR. Exactement la même chose pour le code électoral et le code des collectivités. Nous sommes entendus sur la formulation des phrases. Donc, nous travaillons en harmonie. Et puis après, il y a certains qui, évidemment, vivent de ce genre les pyromanes. De pyromanes, voilà, qui vivent de cela. Je trouve dommage. Ce n'est pas l'idée que j'ai de la politique, mais bon. Ça va avec. Ah. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, Souleymane Traoré, directeur général du Fonds d'entretien routier. On referme donc la parenthèse politique pour ouvrir celle du fer. C'est quoi le Fonds d'entretien routier, monsieur Traoré? Comme son nom l'indique, le Fonds d'entretien routier est un fonds. C'est-à-dire que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été mis en place par décret 114 en 2000, comme dans beaucoup de pays sur recommandation d'un certain nombre de partenaires financiers internationaux, pour administrer et gérer les fonds destinés à l'entretien routier. Donc, c'est un établissement qui recherche et qui gère les fonds qui sont destinés à l'entretien des routes éligibles du réseau national. Alors, quand on parle du fonds... Oui, quand on parle de fonds, comme Abakar le disait, quand on parle de fonds, c'est bien l'argent. Il vient d'où et comment il est mobilisé? Il est mobilisé sur la base des produits pétroliers vendus à la pompe. Il y a une loi qui a été votée, une redevance qui est mise en place, qu'on appelle la redevance d'entretien routier, la RER, qui est incluse dans la taxe sur les produits pétroliers, et donc qui aujourd'hui est de 250 francs guinéens par litre d'essence et de gasoil vendu à la pompe.
Comme pour dire que beaucoup de fonds sont engrangés, vu le nombre aujourd'hui de véhicules qui circulent à Conakry, la quantité de carburant consommé en Guinée. Vous savez, quand vous prenez des chiffres bruts, et c'est exactement l'image qui se fait, aujourd'hui les fonds qui sont engagés, les chiffres sont là, vous allez sur le site du fonds d'entretien routier ou consultez les états financiers, ils sont clairs, ils sont dans l'ordre de 160 à 180 milliards par an. À titre de comparaison, vous avez au Mali 600 milliards de francs guinéens, vous avez plus de 1000 milliards de francs guinéens, donc 100 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, qui sont là-bas aussi insuffisants. Les besoins exprimés par les maîtres d'ouvrage sont de l'ordre de 1000 milliards au moins par an. Le gouvernement en est conscient. Il a même accepté de prendre un arrêté pour relever le seuil de la RER à 500 francs. Aujourd'hui, compte tenu du contexte, nous ne pouvons pas mettre en application ce texte. Mais les besoins, ils sont 3 fois plus grands. Sur ces fonds-là, non, avant l'utilisation du fonds, la mobilisation d'abord du fonds. Aujourd'hui, au niveau seulement du carburant. Au niveau seulement du carburant. Mais est-ce que concrètement, ce qui est demandé est effectivement versé sur le compte de les 250 francs par litre? Oui. Quel mécanisme de contrôle alors vous avez pour dire qu'effectivement il y a eu telle quantité de carburant qui a été vendu et voilà le montant proportionnel qui revient offert? C'est sur la base il y a les organismes qui sont chargés de liquider les produits pétroliers au niveau des dépôts. Des stations, oui. Donc la douane et l'AEGP, l'ONAP, qui sont chargés de la liquidation. Donc c'est sur la base des liquidations de sortie de carburant au niveau des dépôts que la douane procède à la liquidation et les compagnies pétrolières versent la contrepartie directement sur le compte du fer. Quels sont les critères pour rendre une route éligible? Il y a les routes nationales qui sont classées. Il y a les routes communautaires et préfectorales, c'est-à-dire celles qui quittent les préfectures vers les sous-préfectures et qui sont aujourd'hui en voie de classement, qui sont nombreuses, évidemment. Il y a les pistes rurales, qui sont donc les voies d'accès aux produits agricoles. Et donc, c'est tout cela qu'on demande d'entretenir avec ce montant. C'est la réalité qu'il faut que les gens connaissent. Donc, avec tous ces ouvrages, vous voyez les situations comme celle que votre correspondant a décrit tout à l'heure à Zérekoré. Nous sommes un pays qui a la chance d'être un pays très arrosé, mais en contrepartie, évidemment, avec les conséquences qu'il faut. Donc, voilà la réalité telle qu'elle est. Donc, une route réalisée, par exemple, au Mali, a une longévité plus qu'une route réalisée en Guinée, compte tenu de la pluviométrie, c'est ce que vous voulez dire? Même dans le même pays, les sols n'étant pas les mêmes entre la forêt et la Haute-Guinée ou le Fouta et la Basse-Côte, évidemment, les règles ne sont pas les mêmes et les conséquences ne sont pas les mêmes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les routes nationales, numéro 1, numéro 2 et autres, mais aussi les routes reliant les préfectures aux sous-préfectures. Comment vous travaillez sur ces routes reliant les préfectures et les sous-préfectures aujourd'hui? Parce qu'on sait carrément que pour la plupart des routes reliant les préfectures et les sous-préfectures, elles ne sont pas bitumées du tout. Comment vous travaillez concrètement pour éviter aux citoyens le calvaire? Parce que quand on prend quelques exemples à l'intérieur du pays, on a l'impression qu'il n'y a même pas de route qui relie les préfectures aux sous-préfectures. Nous sommes l'organisme de financement. Et il y a un conseil d'administration qui est composé de représentants de l'administration publique et des représentants des usagers. Le patronat, l'union des chauffeurs, le syndicat des chauffeurs, la chambre d'agriculture, ainsi de suite. D'ailleurs, le président du conseil d'administration est aujourd'hui le président de la chambre d'agriculture. Et donc, ce sont ces différents maîtres d'ouvrage, la direction du génie rural, la direction des routes préfectorales et communautaires, la direction nationale de l'entretien routier, qui font leur programmation des besoins d'entretien des routes par an, qu'ils soumettent au conseil d'administration. Évidemment, les besoins qu'ils expriment sont 3 à 4 fois plus grands que la disponibilité des ressources. Donc, sur la base de nos capacités,
financière, le conseil d'administration adopte le budget et la programmation de ces maîtres d'ouvrage. Ensuite, il appartient à ces maîtres d'ouvrage de procéder selon les bases des dossiers d'appel d'offres, des règles du marché public, de procéder aux appels d'offres et de conclure les contrats et de nous soumettre cela pour le financement. Mais il y a quand même des routes reliant les préfectures aux sous-préfectures qui, depuis des années, on n'a même pas rencontré une fois une machine traversant ces tronçons. Non, je pense que de Conakry, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas... Oui, mais nous sommes aussi sur le terrain, M. Traoré. Nous connaissons bien l'intérieur du pays. Je sais, qui ne sont pas en conformité avec le... Nous avons les réseaux des routes préfectorales et communautaires qui sont 5 fois plus grandes que le réseau des routes nationales. Il ne faut pas l'oublier. J'ai la chance souvent d'aller avec certains de vos Soirée Boubacar, votre correspondant à l'intérieur de ce pays. Nous savons ce qui est fait dans ces communautés-là en termes d'ouvrage. D'ailleurs, nous allons au-delà de ce qui nous est admis, parce que le fonds d'entretien routier, en principe, ne doit financer que l'entretien. Même la réhabilitation n'est pas permise. Mais compte tenu du contexte, nous sommes obligés souvent d'aller vers la réhabilitation. La corniche que vous voyez là, derrière vous, la corniche du port, elle a été réhabilitée. C'est une réhabilitation complète avec des caniveaux et du bitumage. Ça, c'est pas de l'entretien. Ça, c'est sur le financement du fonds d'entretien routier. Donc, évidemment, c'est peu par rapport à nos capacités. On aurait voulu faire plus. Mais évidemment, on est obligé de faire en fonction, donc avec plus de rationalité, avec le peu de moyens que nous avons. Sauf qu'à l'intérieur du pays, avec les projets que vous financez aussi, il y a un peu de retard dans l'exécution des travaux. Nous le faisons, nos PME, il y a aujourd'hui un programme d'assistance technique de l'Union européenne qui va dans le sens de rendre plus performants nos PME. Mais pour des travaux d'entretien routier, d'entretien périodique, on ne va pas continuer à aller chercher des entreprises chinoises ou françaises. Donc nous le faisons avec nos PME. Évidemment, nous mettons des règles strictes. Au-delà d'un certain nombre de délais, nous mettons des pénalités. Il arrive que nous fassions nous proposions des résiliations de contrats au ministère des Travaux publics. Parlant de l'intérieur du pays, je viens récemment de la Guinée forestière, Gekedou et Macenta. Quand on prend par exemple de Gekedou à Nongowa, Windekenema, Temesadu et autres, on prend également Gekedou jusqu'à Gendembu, après le carrefour de Niaïdou bien sûr. Macenta, Vassiredou, Macenta et autres sous-préfectures, il y a maintenant plus de 5 ans, on n'a pas pensé qu'il existe là des routes qui relient la préfecture à la sous-préfecture. Est-ce que vous avez des priorités sur des zones? Nous avons, pour vous prendre l'exemple de Macenta, il y a 2 ans, je crois que M. Souaré était de l'équipe multimédia. Nous sommes allés et avec les autorités communales et préfectorales, ils nous ont dit le grenier de Macenta, c'est Bininkala. Même si c'est un seul projet que vous faites, il faut que vous nous preniez Macenta Bininkala. Ce projet a été pris, les appels de fonds ont été lancés, ce projet a été exécuté. De par quelle voie par quelle voie? Est-ce que de par Kerouani ou de par, comment je vais dire, l'autre sous-préfecture qui est Balizia? De Macenta à Bininkala et au niveau de Kerouani Konon a été réhabilité aussi. Voyez-vous donc que les priorités, c'est pour juste donner un exemple, Nongowa, Gekedou Nongowa aujourd'hui, et l'appel d'offres est en train d'être lancé. Le conseil l'a pris dans les urgences pour le faire. Et ensuite, vous avez des projets des cas comme celui que vous venez de décrire. Vous avez dû suivre hier le communiqué du ministère des Travaux publics qui a envoyé une équipe pour évaluer les travaux de Zérekore Lola. Et nous avons mobilisé le financement, évidemment en annulant d'autres projets, parce que le budget il est arrêté annuellement. Il n'y a pas de miracle à faire. Donc, on est obligé de faire face à ce genre de situation. Mais sauf que moi, quand j'étais petit, d'abord, quels sont vos rapports avec le département de tutelle, le ministère des Travaux publics? Le ministère des Travaux publics est le ministère de tutelle du fonds d'entretien routier. Nous sommes un établissement autonome, comme il y en a plusieurs dans le pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 directions
qui sont financées, 2 directions nationales qui sont financées par le FER. C'est la direction nationale de l'entretien routier qui est en charge de la programmation et l'entretien des routes nationales. Et puis il y a la direction nationale des routes préfectorales et communautaires qui est en charge de ces routes préfectorales et communautaires des préfectures vers les sous-préfectures. Et de l'autre côté, le génie rural qui s'occupe des pistes rurales. Donc ce sont des relations de tutelle. La programmation est faite par le ministère à travers ces 2 directions et tout se passe bien. Je vais vous parler tout de suite du communiqué du ministère des Travaux publics par rapport à la route de Zérékoré-Lola qui a été... à l'affaissement du pont. Voilà. Justement, vous venez juste de parler de la direction nationale de l'entretien routier. Souvent, on parle du fonds d'entretien routier et non de la direction nationale de l'entretien routier. Qu'est-ce qui explique cela? 2 explications. Il y a la facilité, je crois, et des usagers et des médias pour aller vers l'établissement où on se dit qu'il y a le fonds et c'est plus facile à accuser. Nos rapports sont des rapports de collaboration, je vous l'ai dit, et du programme. C'est eux qui sont les maîtres d'ouvrage. C'est eux qui sont en charge. Et vous êtes les bailleurs. Et nous sommes les bailleurs. Évidemment, en Guinée, la tendance est de dire, bon, le FER est responsable de tout. Nous l'assumons. Vous l'assumez. Et l'autre question, vous mettez les fonds à disposition, les travaux sont exécutés. Est-ce que vous avez une possibilité de suivre le travail, de savoir le fonds qu'on a mis à disposition, il est utilisé à bon escient et la durabilité, la qualité même du travail, il est là pour vous éviter chaque 6 mois de revenir sur les mêmes dépenses? Il faut savoir que les responsabilités sont situées. La programmation, les travaux, le contrôle appartiennent aux maîtres d'ouvrage selon les textes. L'une des réformes que j'ai essayé d'engager dès ma prise de fonction a été, il n'y avait que des financiers au niveau du fonds d'entretien routier, a été de recruter un responsable technique qui va suivre parce que il faut que nous suivons les financements que nous faisions. Certes, il y a les missions de contrôle, ce travail de la corniche, il y a une mission de contrôle international qu'il a suivi, qu'il a supervisé. Mais nous essayons nous aussi d'avoir notre responsable technique et des démembrements techniques dans les différentes régions pour suivre et alerter le maître d'ouvrage pour dire vos missions de contrôle disent cela, nos constats sont cela, donc nous ne pouvons pas financer la seconde tranche tant que c'est comme ça. C'est ce que nous essayons de faire. Et il y a un audit technique qui est prévu chaque année par rapport à tout cela. Ma question elle est consécutive bien sûr à l'exécution de certains travaux avec les périodes. Quand on prend la route Matoto, de Imbaya à Matoto, les travaux ont été engagés à une période non propice à la construction des routes. Est-ce que ce ne sont pas des fonds jetés à l'eau ou le travail il est de qualité selon vous? Sans compter le calvaire. Le calvaire que traverse, parce que jusque-là, ça n'avance pas du tout. Non, ça avance. C'est un calvaire. Ça avance et nous avons tenu une réunion hier avec le ministère et l'entreprise. L'une des voies sera libérée d'ailleurs en fin de week-end. Donc c'est la preuve que ça avance. Et deuxième chose, c'est que ces travaux en béton étaient propices, étaient possibles pendant cette période-là. Évidemment, on ne mettra pas du bitume sous la pluie, mais le béton, on peut le faire. La troisième chose que je dis, c'est que il y a un code des marchés publics. Nous ne sommes pas maîtres de la procédure de passation des marchés, ni le ministère, ni le fonds d'entretien routier. Donc, des appels d'offres sont lancés, les délais qui sont dans le code des marchés publics, vous les connaissez, et il faut que ces délais-là soient respectés. Ça fait que souvent, les passations sont longues. Et, sauf que quand moi j'étais petit, l'un des départements souvent qui était représenté jusque dans l'arrière-pays, c'était le ministère des Travaux publics. Parfois, quand il y a les flaques d'eau après la pluie, on voit quelqu'un passer, on dit c'est un travailleur de TP pour juste creuser un petit canal d'évacuation de l'eau sur les pistes rurales. Est-ce que le principe, il est toujours maintenu à date? Non, les réformes, nous sommes allés d'un État centralisé, quand vous étiez petit, à un système libéral. Donc, les régies des travaux publics qui étaient, vous voyez, dans toutes les préfectures, dans les districts. Hein? Voilà, les bâtiments, les sièges des travaux publics occupent de grands espaces. Mais tout cela a été supprimé et nous sommes allés vers un système libéral aujourd'hui où
le ministère fait la programmation, mais ce sont les entreprises qui exécutent. Donc, même pour vous prendre un exemple banal, s'il y a un arbre qui tombe sur une chaussée, on est obligé, on n'a pas d'autre moyen que de lancer un appel d'offres, de passer un marché avec une entreprise pour le faire. C'est ça, c'est comme ça. Ce sont les réformes qui ont été engagées depuis 1985 qui ont abouti à cela. Mon sentiment est évidemment, et je crois qu'il y a la réflexion qui se mène au niveau du ministère des Travaux publics, c'est qu'il faut un minimum de régie. Il faut laisser les entreprises exécuter les travaux, mais il faut qu'il y ait un minimum de régie pour des travaux d'urgence. Je crois que pour l'entretien de ces routes-là, récemment, Madame la ministre avait annoncé à Sigri, dans une des sous-préfectures, qu'elle voudrait organiser prochainement une sorte d'assise des collectivités par rapport à la gestion de nos routes. Est-ce que ça fait partie, ça va nous ramener vers cette politique qu'on avait ici avant à l'âge avant la réforme. Parce que ça permettait quand même aux routes d'être tout le temps praticables et en toute saison. Non, il n'y aura pas un retour systématique à l'ancien système. Nous sommes dans un monde qui a évolué, qui a changé. Je parle du maintien. Du maintien, mais l'idée c'est que, et c'est ce qui est prévu d'ailleurs dans le test, l'idée c'est qu'il y ait un certain nombre de routes qui soient sous la responsabilité des collectivités décentralisées directement. C'est-à-dire leur entretien. Voilà, leur entretien. Donc il y aura un transfert, il est possible que des fonds soient mis à leur disposition directement. Il y a certaines activités comme le cantonnage, pour débroussailler le long des routes, comme le curage de certains niveaux. Il n'y a pas de raison que ce soit centralisé depuis Conakry. Donc il y a la réflexion qui est en train d'être menée d'ailleurs. Dans ce cas, c'est de cela que Madame la ministre parlait. Débroussailler, effectivement. On va rappeler le nom de l'invité pour ne pas que les auditeurs disent qui est dans ce studio aujourd'hui. C'est bien Souleymane Traoré. Il est le directeur général du Fonds d'entretien routier. Avec lui, on a commencé d'abord par la politique. Ensuite, on est en train de parler du domaine d'intervention du Fonds d'entretien routier. Allez-y, Daouda Mohamed. Débroussailler, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on traverse aujourd'hui de Conakry à l'intérieur du pays, en allant dans les différentes préfectures, on voit par endroits, ou en grande partie d'ailleurs, les routes sont envahies par les pailles, par les herbes. Et je me rappelle, comme Abakar Kondé le dit, à notre enfance, par exemple, on voyait les villages qui étaient mobilisés de par le passé. On appelait cela les travaux de production. Autrement dit, on venait pour dégager. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un fonds qui est quand même mis à la disposition des structures déconcentrées pour faire le travail. Est-ce que ce travail, il est suivi? Est-ce qu'il est fait? Il est suivi par l'entretien routier. Le cantonnage est une des activités que nous finançons, des appels d'offres. Là, le système, comme pour l'entretien, a changé. Ce sont des appels d'offres qui sont faits, ce sont des PME qui exécutent ce travail. Voyez-vous qu'on allait de la production socialiste à un système complètement libéral. Donc, les appels d'offres sont faits et puis les entreprises exécutent ces travaux. Le suivi est fait par la direction de l'entretien routier. L'autre question, c'est bien aujourd'hui, parce que quand on parle des routes aujourd'hui, cette route n'a pas duré. On dit non, c'est le poids, c'est la démographie, tout cela. Mais le problème qu'on relève le plus, c'est au niveau des ronds-points aujourd'hui. On voit à l'aéroport, par exemple, le rond-point, il est très vaste. La chaussée, elle est petite. Vous commencez avec deux lignes. Vous arrivez au rond-point avec une seule ligne. Au point que l'angle est très petit. La chaussée, elle est très rétrécie. 120, c'est 90 degrés. Qui donne la dimension des ronds-points aujourd'hui? Parce que vous-même, je crois, vous observez à l'aéroport, à Matoto, le problème, il est encore criard à ce niveau. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas aussi spécialiste de la confection des routes. Mais ce que j'ai pu poser la question aussi, et ça relève un peu toute l'image que les gens ont dû faire. Des gens m'interpellent pour dire mais comment vous faites vos ronds-points? Je dis je ne suis pas dans la construction. Je suis pas dans la construction des routes. Mais la question que j'ai posée, fondamentalement la réponse c'est quoi? Contrairement à ce que vous dites, quand la voie elle est de 2, si vous regardez le rond-point, en réalité, c'est un passage à 2. Et donc, ils m'ont dit, si vous en faites, vous ne pouvez pas faire 3 au niveau du rond-point, sinon ce serait autre chose. C'est pour cette raison que le rond-point semble être aussi immense. Mais évidemment, mon sentiment est qu'on pourrait les réduire
Parce que surtout qu'il n'y a pas d'espace vert pour dire qu'on va exploiter autrement. À Matoto quand même, il faut le dire. Peut-être on vous le dit que c'est deux qui continuent. Mais les deux passent difficilement. Et ça crée du coup des embouteillages. En réalité, c'est deux. Des vendeuses aussi qui envahissent. Ouais. L'un des problèmes qu'on a le plus, c'est qu'on doit relever, je ne dirais pas l'incivisme, mais c'est le comportement de nos concitoyens. Vous voyez tous les ronds-points tels qu'ils sont occupés, vous voyez les trottoirs qui sont occupés, vous voyez les vendeurs à même la chaussée, vous voyez toutes les chaussées qui sont réduites. Vous allez à Sonfonia, vous allez à Anta. Les marchands voilà. Et quand vous regardez, vous voyez que heureusement, il y a un communiqué du gouverneur de la ville et aussi du ministère de la ville qui a été fait pour, je pense qu'on va pouvoir dégager et toutes ces voies. Parce que non seulement ça rétrécit, mais ça réduit à très court terme l'âge de ces chaussées-là. Maintenant, la question que les gens se posent le plus souvent, parce qu'on a vu le ministère des Travaux publics et le Fonds d'entretien routier, Direction nationale d'entretien routier, vous étiez vraiment actif au niveau des routes, là par exemple la Corniche, qui a beaucoup attendu. Pourquoi ne pas anticiper avant la venue de la saison pluvieuse pour réparer les points critiques? Sur ces deux corniches, il ne s'agissait pas de travaux d'entretien en réalité, il s'agissait de travaux de réhabilitation. Mais je vous ai expliqué la procédure de passation. D'un côté, si vous faites, vous donnez le contrat des entreprises. De gré à gré. De gré à gré, ça devient du gré à gré. Vous passez par la passation des marchés, appel d'offres ouvert, il y a tous les délais qu'il faut respecter. Ça vous prend au minimum 4 à 5 mois. Et donc, et là, on tombe dans la saison des pluies. Et donc, il y a aujourd'hui des textes qui sont en train d'être élaborés grâce à l'appui du programme d'assistance technique de l'Union européenne pour essayer de voir comment est-ce qu'au niveau de l'entretien au moins on pourrait avoir des délais plus raccourcis, une procédure dérogatoire qui nous permette non pas de faire du gré à gré mais d'alléger un peu de procédure d'appel d'offres pour faciliter les travaux. Parce que les travaux sont saisonniers et quand la procédure prend assez de temps, évidemment on rentre dans la saison des pluies. Soit on est obligé d'attendre ou d'engager certains travaux en pleine saison des pluies. Quand vous recevez, puisque ce n'est pas vous qui faites la programmation, c'est une autre structure, soit c'est l'entretien routier ou la direction nationale des pistes rurales, est-ce que quand vous recevez ces travaux techniques, il vous arrive aussi de les examiner, voir s'il n'y a pas de surfacturation? Évidemment, il y a tout un travail qui s'est fait. D'abord au niveau de la programmation, il y a une discussion qui s'est faite avec les maîtres d'ouvrage qui sont invités les bailleurs devant la direction et ensuite devant le conseil d'administration pour voir la pertinence des projets qui sont financés. Je vous prends un exemple. L'année dernière, ce que les maîtres d'ouvrage de l'entretien routier avaient prévu, c'était le traitement de points critiques de la route Labé-Mali, Labé-Tougué. Au niveau de la direction, on a dit vaut mieux engager l'entretien mécanisé de toute la route, même si c'est ce seul projet qui doit être fait, au lieu de traiter des points critiques. Donc c'est pourquoi ces deux routes-là ont été prises. Il y a ce débat-là qui s'est fait, et puis ensuite il y a les arbitrages. La même chose au niveau des contrats. Nous avons une assistante technique qui nous a donné des prises unitaires, et nous essayons de voir si les appels d'offres, le résultat qui sort est conforme à ces prises unitaires. Sinon, nous demandons à ce que le maître d'ouvrage négocie avec les entreprises pour revoir les prix. Ça arrive souvent? Parce qu'avant vous, celui qui vous a précédé nous a souvent dit qu'il a rejeté des contrats de ce genre qui permettaient aux fers de respirer un peu plus. Oui, nous rejetons... Je vais parler de Mohamed Traoré qui a été même ministre d'État puis après. Ouais, nous rejetons certains contrats. Nous demandons à d'autres qu'il y ait réajustement. Il ne faut pas oublier que ce sont des contrats qui nous viennent sur la base d'appels d'offres ouverts qui sont faits au marché public. Donc après, il y a un débat qui est organisé par rapport à cela. Mais avec des appels d'offres ouverts, on a plutôt tendance à avoir des prix à la baisse et non le contraire. Et maintenant, quand il y a les travaux d'urgence, parce que, vous l'avez dit, la programmation, elle est faite durant une année. On a vu entre km 36 de Breka, un pont a cédé là, il fallait intervenir urgemment. Un autre vient de céder du côté de Nzerekore. Après Gekedou, bien sûr. Ouais, après voilà, celui de Gekedou. Quand des trucs de ce genre arrivent, comment vous gérez
le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a un fonds séquestre dans ce sens ou vous déprogrammez ici pour être là? Et sur la route de Mali, là-bas aussi, il y a beaucoup de ponts qui risquent de céder si vous n'intervenez pas très vite. Nous avons des ponts. Ça, c'est un plaidoyer. Nous avons des ponts dans ce pays qui datent de sur la route nationale elle-même, Conakry, la route nationale numéro 1, Conakry, Koya, Mamou, jusqu'à Kankan et Kérouadé. Vous voyez des ponts qui datent de 50 ans, de 60 ans. Des diagnostics ont été faits, les moyens n'étant pas là, évidemment, ils peuvent céder de jour à l'autre. Alors, nous avons, dans le budget cette année, nous avions, au titre des urgences, un montant de 3 milliards uniquement. C'est complètement insuffisant par rapport à cela. Donc, quand ces situations-là se sont répétées, Kenende, nous avons demandé au conseil d'administration d'autoriser à ce qu'il y ait par session extraordinaire, il y a un montant qui soit alloué, et ce montant-là, évidemment, est déductible parce que le montant, les contrats, les fonds, ils sont programmés annuellement et terminés. Oui. Donc, ces montants, ces contrats qui seront conclus seront déduits du budget de l'année prochaine, et évidemment, ce qui va réduire nos capacités de financement, d'intervention sur le réseau. Mais aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle que sur le réseau routier de Conakry, nous aurons, avec l'accord avec la Chine, 200 millions de dollars qui seront injectés, qui vont énormément changer le réseau routier de la capitale. Et donc tout cela va nous aider à permettre de respirer un peu. Oui. Certes, on va nous dire que c'est je vais dire la direction de l'entretien routier, mais la crainte aussi exprimée par beaucoup de citoyens, c'est le temps mis pour intervenir directement sur... On a vu le cas de Gekedo en une semaine. On dit que les travaux ont été exécutés. On a vu le cri de cœur de certains citoyens, l'inquiétude exprimée par certains citoyens. Est-ce qu'en une semaine, c'est un travail de qualité qui a été fait à ces niveaux? À Lola également, en une semaine, on va apprendre que le pont il a été réhabilité. D'autres également vont suivre. On va dire que c'est vite fait, bien fait. Est-ce que c'est là... démontre que la garantie est dans les travaux? Vous savez, l'urgence, c'est une urgence. C'est le nom, c'est son nom. Je ne fais que répéter une évidence. Mais quand vous êtes dans une urgence, vous avez un trafic entre deux préfectures qui est interrompu. Vous faites appel à une entreprise. Dans le cas de Kekedou, Madame la ministre des Travaux publics a sollicité une entreprise comme Satom, qui, à mon avis, ne peut pas faire, même dans l'urgence, ne peut pas faire de n'importe quoi. Oui. Et je pense que c'est pas parce qu'il y a une urgence que les travaux ne sont pas contrôlés. Donc, de la même manière, je pense que ce qui sera fait avec sérieux. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi l'émission depuis le début, vous pouvez nous appeler via les deux numéros du stand, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31, pour poser toutes vos questions à notre invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Souleymane Traoré. Il est le directeur général du Fonds d'entretien routier. Vous donnez votre point de vue par rapport au précédent point débattu. La reprise des manifestations par l'opposition à partir de demain, 20 septembre 2017. Le premier, c'est Diallo Mamadou Siradio. Siradio, bonjour. Bonjour, Mohamed Kamara. Vraiment, je suis très content d'entendre ta voix le matin. Vraiment, permettez-moi de vous encourager pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre pays. Je voudrais poser deux questions d'abord avant de donner mon point de vue, parce que j'ai beaucoup de choses à parler, mais je sais que je n'aurai pas de temps. Allez, vos questions. Je me pose la question à votre invité, si réellement il ne se gêne pas le fait qu'il voit la situation de nos routes actuellement, est-ce qu'il ne se gêne pas d'aller dans un studio et expliquer le problème de nos routes? La deuxième des choses, quand il fait un constat, par exemple, à chaque litre d'essence qu'un citoyen paye, il y a 2800 pour l'entretien routier. Il y a 2800 pour l'entretien routier. Les Guinéens payent des vignettes. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas demander pardon au peuple des Guinéens? Oui. C'est 2600 que le fonds d'entretien a, ou bien 250? Moi, je dis 2800. C'est ce qui est vérifié, c'est ce qui est constaté aussi. Ah bon? Je reviens à l'essentiel. Non, attention, la précision est importante. Nous sommes à l'antenne.
D'où vous tirez cette information? Vous avez... Hier, j'ai écouté un spécialiste de nos routes. Comment il s'appelle? J'ignore son nom, je ne retiens pas son nom, mais c'est clair. Après l'émission, je vais vous appeler pour vous donner des informations. Il n'y a aucun problème. Maintenant, aujourd'hui, dans notre pays, le problème le plus difficile à résoudre, c'est le problème des personnes. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel a un problème de personnes. C'est pour cette raison ils ont échoué et ils doivent consommer leur échec. C'est bien dit. Merci. Monsieur Kaba Mamadou Diana. Diana, bonjour. Le RPG a échoué. Vous avez un problème de personnes, hein, monsieur Diana? Bonjour. Nous vous écoutons. Le RPG a fait le miracle pour ce pays. D'accord. C'est visible. C'est visible, tout le monde le voit. Et je peux dire à notre Traoré de continuer son travail. Mais la seule chose que je déplore, c'est qu'il ne communique pas. Si vous voyez que mon ami des informations qui ne sont pas vérifiées, c'est parce qu'on ne communique pas. Si on communique très bien, moi j'ai vu le parcours du directeur à l'intérieur du pays avec Madame la ministre à Figiri ailleurs. Ils sont en train de faire un travail qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais s'il n'y a pas une information qui est large, les gens ne vont pas comprendre. Et nous les encourageons. Et je dis à Siradio que nous travaillons le RPG. Et ce que nous avons fait pour ce pays, aucun gouvernement n'a réussi à le faire. Moi, j'encourage Maître Traoré. Et bonne journée à vous. Et que Dieu merci à vous, Diana, de passer dans cette émission. Allô, bonjour. Il est parti, on rappelle. 666 99 99 36 166 99 99 31. Appelez-nous, posez soit des questions à notre invité ou apportez vous aussi votre contribution par rapport aux thématiques à développer. Monsieur Kalo, bonjour. Bonjour mes frères, bonjour à votre invité. Nous vous écoutons. La première question que je vais le poser, il a parlé tout à l'heure de fonds d'entretien routier, c'est pour les préfectures entre les districts, entre les villes. Les routes qui se cassaient un peu partout à Conakry, dans tous les quartiers, nos véhicules sont détruits aujourd'hui à cause de ces routes-là. Le fonds d'entretien ne fait pas partie de ces travaux. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi le cahier de charge que les sociétés qui font les routes, si le cahier de charge n'a pas respecté, pourquoi il n'y a pas de poursuite? Pourquoi il n'y a pas de poursuite judiciaire pour pouvoir montrer aux Guinéens qu'est-ce que la société a fait? Entre parenthèses, sur la, comment dirais-je, le Niger, c'est une route qui vient d'être faite. Ça n'a fait même pas beaucoup de temps. Le troisième question, à Kipé, centre mitière, Plaza Diamond. L'eau qui quitte vers Sénakaji, qui vient fatiguer les restaurateurs qui sont au bord de la route. Au lieu de faire de la route, de le fossé tout droit pour partir à la mer, pourquoi le ministère fait le contournement pour partir au niveau de Carrefour et faire descendre vers le Sheraton? C'est le Sheraton qui n'est pas important ou bien c'est l'investissement chinois seulement qui sont importants. Et au-delà de ça, les commentaires que je voulais faire, M. Traoré, il sait bien que la CNI est indépendante. Mais indépendant par rapport à quoi? Par rapport à les gens qui les envoient là-bas. Ils n'ont rien à rendre compte à eux. Mais pour dire que la CNI est indépendante totale, la communiqué nous a montré hier que la CNI est télécommandée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un autre auditeur en ligne, Soirée Bouaka. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle peut-être depuis Kalou. Ok, on vous écoute. Ok, monsieur, vous savez, dans ce pays, il y a deux catégories de Guinéens. Donc, il y a des Guinéens qui vont continuer à voir tout en noir. Puisque, à écouter certains qui viennent d'intervenir tout de suite, on a l'impression qu'avant Alpha Condé dans ce pays, on avait des routes, des écoles, la santé était gratuite et Alpha est venu avec un budget vert pour détruire tout ça. Donc, je pense que nous sommes tranquilles, vous voyez, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Monsieur qui l'évoque. Vous qui vous avez, non, qui qu'il soit quand même. Allez-y. Non, qui qu'il soit, vous avez un compte à rendre à quelqu'un quand même. Nous avons des comptes à rendre à des personnes. Au peuple. Des personnes, le peuple qui fait confiance en nous.
d'accord, mais pas à ceux qui refusent de croire à ce que nous faisons. Mais comment pouvez-vous accepter que les gens viennent, quelqu'un vient sur une antenne pour dire non, le fonds d'entretien routier perçoit 2700. Mais c'est des informations qu'il faut enlever sur l'antenne. Oui, mais on n'a pas laissé passer inaperçu, M. Guilavogui. Ok, je vous remercie. Ok, je vous remercie. Merci à vous. Un autre en ligne, M. Kramo Kaba. Kaba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Traoré. Il y a des gens dans ce pays qui voient tout du côté négatif. Mais il y en a aussi qui voient tout côté positif, hein? Oui, mais moi j'apprécie sincèrement. C'est la loi de la dialectique. Parce que la Guinée ne se limite pas seulement. C'est vrai, on a des problèmes, mais la Guinée ne se limite pas seulement à Conakry. L'histoire du pays, le fonds d'entretien routier a fait ses preuves. Les pistes rurales ont été réhabilitées. Ces différentes communautés ont trouvé aujourd'hui du souffle à cause du sérieux du fonds d'entretien routier, de la direction du fonds d'entretien routier. Nos parents qui sont à l'intérieur du pays sont prêts. Les pistes là étaient totalement dégradées. Même chez moi, nous avons été bénéficiaires. Donc moi j'apprécie M. Suleiman aujourd'hui et je l'encourage à persévérer dans ce temps, à fournir toujours de l'effort pour le bien-être des Guinéens. Monsieur Kaba, oui. Au même moment que vous vous sentez fier parce que vous avez bénéficié, votre zone a bénéficié, il y en a aussi dont leur zone n'a bénéficié de rien. Oui, mais monsieur le journaliste, vous êtes guinéen, je suis guinéen. Le grand paradoxe dans ce pays, c'est que nous n'avons pas conscience que les ressources sont limitées. Nous vivons dans ce pays sous-développé, on ne peut pas faire tout en même temps. Tout est prioritaire dans ce pays, mais les ressources sont pas. Merci. Vous êtes largement compris, M. Kaba Karamo. On va rappeler les stands. 666 99 99 36 166 99 99 31. On a déjà quelques questions. 5 questions. Voilà. Est-ce que monsieur Traoré, vous ne vous gênez pas, vu l'état aujourd'hui de nos routes, surtout à Conakry, que vous veniez à l'antenne pour défendre aujourd'hui un quelconque acquis? Je vous remercie. Je remercie surtout tous les auditeurs qui ont bien voulu faire des commentaires ou poser des questions. Je ne suis pas ici pour vendre des illusions. Je ne suis pas ici pour vanter un quelconque acquis. Je suis venu pour expliquer comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent, les défis qui sont les nôtres, les difficultés qui sont les nôtres. Si vous prenez les articles de journaux des années 2000, des années 86, 2015, 2010, 2006, où d'autres étaient encore au gouvernement, vous verrez, pendant la saison des pluies, prenez tous les articles de journaux, vous verrez les mêmes critiques. Nous sommes un pays en développement. Le fonds d'entretien routier est un établissement qui a des ressources limitées. Ça peut paraître énorme, c'est normal. Mais ce n'est pas 2500, c'est 250 francs guinéens par litre. C'est vérifiable au niveau de la douane, c'est vérifiable au niveau des compagnies pétrolières. Les états financiers du fer sont publiés dans les journaux de la place. Sur ce point, il y a rien. Sur les commentaires personnels, le nombre de cadres, le parcours des uns et des autres, évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui va détailler ici ou mon CV ou celui des autres. Ce sont des commentaires personnels, il faut les prendre comme tels, ça fait partie de la démocratie. Maintenant, sur des questions, sur les travaux de la ville de Conakry. Je crois que c'est M. Kallo a parlé de la route du Niger. Ce n'est pas le fonds d'entretien routier, mais c'est une route en construction au niveau de la direction de la voirie. Évidemment, les assainissements le manque d'assainissement plutôt a fait que les choses se sont dégradées. Et aujourd'hui, la route n'est pas encore officiellement réceptionnée. Donc, le ministère des Travaux publics est avec l'entreprise en termes de discussion pour corriger ce qui est fait. Pour Kipé. Avant Kipé, il a parlé d'abord de poursuite judiciaire contre les entreprises pour non-respect de cahier de charges. Non, il y a au niveau, nous prenons des garanties. Nous prenons des garanties de caution, de soumission, de caution de bonne fin.
Et il arrive que quand nous ne sommes pas satisfaits des travaux, en tout ce qui concerne le fonds d'entretien routier, qui parle des fonds qu'il a mis à disposition. Quand nous procédons, le ministère procède à des résiliations, nous demandons aux banques et aux compagnies d'assurance qui les ont garantis de nous restituer les montants. Et nous avons très souvent ces restitutions-là. Qui paie maintenant le chantier? Qui paie le chantier? La chute sur Sheraton. Le chantier est en cours. Nos concitoyens sont souvent font des jugements. C'est dans tous les domaines. Au niveau du football, nous sommes tous des entraîneurs, des arbitres. Les travaux sont en cours. Les études ont été faites par un cabinet international dans le cadre des travaux d'urgence. Je dis les informations que j'ai, bien que ça ne relève pas de la gestion, ne relève pas du faire. Ce sont les travaux d'urgence qui ont été financés par le budget national. Un cabinet international a validé les études. Les travaux sont en cours. Ils créent des désagréments, évidemment, puisque pendant la saison des pluies, ce sont les canalisations qui ont été faites. Attendez que les travaux finissent, que ce soit mal ou bien fait, ensuite pour juger. Pour l'instant, un cabinet comme l'Uberger qui suit ce travail-là, je ne saurais dire que c'est un choix entre Plaza Diamond, qui est l'élève des Chinois, ou Sheraton, qui est américain. On n'est pas dans. Nous avons deux beaux investissements en place. Je ne pense pas qu'un gouvernement puisse privilégier l'un ou l'autre. On a Camara Moussa de Dabondi. Monsieur Camara, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Éteignez la radio à côté, s'il vous plaît. Ouais. Il y a des questions à votre invité. Éteignez la radio, s'il vous plaît. C'est bon? C'est pas bon. La radio qui est avec vous, c'est là il faut éteindre. Carrément. C'est bon? Allez-y. Allez-y. Pourquoi votre entretien routier, pourquoi si ils ont mis le goudron, 1 mois, 2 mois, ça dégrade encore. D'accord. Nous, on a regretté pour payer vignette. C'est ça que je voulais dire. Voilà, merci, vous l'avez compris, hein? On va aller directement avec lui, monsieur. La vignette n'est pas versée au fonds d'entretien routier. La vignette est versée au trésor public. La seule ressource que nous avons, c'est la redevance d'entretien routier. Mais je suis d'accord avec vous qu'un ouvrage ou un travail qui est fait ne devrait pas se dégrader. Mais il y a les travaux d'entretien ont une spécificité. Vous faites un contrat pour 50 mètres carrés sur une route bitumée. Entre le temps de la passation, 3 mois, 4 mois, et la réalisation des travaux, il y a un autre trou qui s'est fait à côté. L'entreprise, évidemment, exécute son contrat. L'usager a l'impression que rien n'est fait. Mais je vous assure qu'il y a au niveau de la direction de l'entretien routier, il y a tous les contrôles qui sont mis pour que les travaux soient préservés. Évidemment, il y a des cas où certains travaux ont des problèmes. Vous prenez la corniche, le travail vient d'être réalisé, il n'est pas réceptionné. Il y a des parties où, évidemment, et ça, c'est... Il y a des gonflements. Voilà, la constitution de certains sols, ça va être corrigé avant que la réception des travaux ne soit faite. Le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie et je remercie l'ensemble des auditeurs pour l'intérêt de cela. Sur le comité de suivi et les élections communales, moi je voudrais que tout le monde puisse garder la sérénité, que les partis se préparent pour aller très rapidement aux élections. Nous sommes dans la dynamique qui nous envoie vers les élections pour mettre des organes communaux, des conseils communaux, afin de mettre les projets de développement en route. Sur le fonds d'entretien routier et le ministère des Travaux publics en général, nous comprenons certains désagréments. Nous faisons ce que nous pouvons, nous ne pouvons pas tout faire. Nous essayons de faire la programmation avec les maîtres d'ouvrage pour que l'ensemble du pays, c'est pas seulement la Guinée ne se limite pas à Conakry, mais que l'ensemble des préfectures puissent bénéficier du financement que nous faisons. Voilà. Et j'invite pour la fin nos concitoyens à demander des comptes aux directions que nous sommes, mais aussi d'avoir un minimum de comportement. Vous voyez le curage des caniveaux que nous avons fait. Vous faites le curage aujourd'hui, le lendemain matin, et les caniveaux ils sont remplis. Et quand ils sont remplis, l'eau se déverse sur la route. Donc il y a un minimum de civisme auquel j'invite l'ensemble de nos concitoyens.
Merci à vous aussi, M. Traoré Suleiman, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds d'entretien routier. Merci à Soare Bouakar et Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation, Kande Omar Kamara, cabinet Sano pour la mise en onde de côté radio, Alassane Diallo, Sekou Touré, Kadia Touré, Moromo Kamara pour la réalisation côté TATV. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 ou 22h15 sur Africa Today Télévision, ou encore allez sur notre site www.tamtamguinée.com pour regarder l'intégralité de la vidéo. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGE Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.